Je vais vous parler de la contamination des végétaux. Alors, Magali Jeannoyer, ce matin, a fait un gros rappel de ce que je vais dire en partie. Et mon exposé va se passer en deux phases. Une première sur ce qui est connu essentiellement sur les végétaux, contamination telles que les tubercules. Et j'aborderai dans un second temps la contamination des fourrages à travers 3 graminées qu'on a étudiées en laboratoire. Très bien. Donc, premièrement, on en a parlé ce matin, la première donnée qui permet la contamination des végétaux, c'est bien le contact direct, enfin la quantité de chlordécone qu'il y a dans le sol. Et on voit que quand on a, c'est des travaux donc de Jean-Maïka Bidoche, que quand on a, deux sols différents, eh ben on a un taux de contamination différent, mais que si on rapporte ça à la quantité de chlordécone dans la phase soluble, donc dans l'eau du sol, eh ben finalement on n'a pas par rapport à cette contamination, on n'a pas de différence de contamination des éléments. Ça dépend uniquement de la donc la contamination se fait essentiellement par l'eau du sol. Il n'y a pas d'apport par la phase qui reste solide. Donc, malgré une pollution, c'est pour ça qu'on dit que malgré une pollution notoire moindre dans les sols, dans les nitisols, en fait, les tubercules qui poussent dans ces sols sont aussi contaminés que des tubercules qui ont poussé dans des endosols plus contaminés. Parce que dans ces derniers, la molécule est moins disponible. Donc ça, c'est le premier point de la contamination des végétaux. Donc tout passe par la phase aqueuse. Ça dépend, cette contamination, et donc elle dépend de facteurs de rétention dans le sol, de la matière organique, du KOC de la molécule et de différents facteurs, de taux d'humidité du sol par exemple. Donc maintenant, on s'aperçoit que quels que soient les végétaux, tous les organes sont contaminés. Et ça, pour répondre d'emblée à une question, bien sûr, on prend la précaution d'éviter toute contamination directe. Alors le plus difficile, c'est quand on étudie les racines ou les tubercules. Mais même sur les parties aériennes, bien sûr, les végétaux sont lavés et on élimine toutes les parties qui ont pu rentrer en contact direct avec le sol. Donc c'est bien un transfert, on le verra à l'intérieur de la plante. Donc pour vous donner un exemple d'un tubercule, là, donc c'est un taro, hein, c'est pas un dachine, mais c'est un taro, hein, parce que c'est plus facile à cultiver en conditions contrôlées. Et donc on voit que le tubercule est fortement contaminé. Mais que les racines, je me trompe, pardon, que ce sont les racines qui sont les plus contaminées avec, dans notre exemple, ça marche pas, donc des teneurs aux environs de 94 microgrammes par gramme de chlordécone, alors que dans le bulbe lui-même, donc dans le tubercule, on n'est qu'à 11, donc à peu près presque 10 fois moins. Mais que que les tiges ou les feuilles sont aussi contaminées. Hein. Voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a un transfert depuis le système racinaire vers le haut de la plante, vers les parties aériennes. Et si on regarde ce qui se passe dans le tubercule lui-même, on s'aperçoit que la peau, hein, physiologiquement, on appelle ça, botaniquement, on appelle ça le périderme. Ce périderme est 30 fois plus contaminé que l'intérieur du tubercule. Ça veut dire qu'il y a bien un passage de
de chlordécone à l'intérieur de la pulpe du tubercule, mais que le périderme fait office de protection. Donc on a une contamination de contact, donc directe par le sol, et une contamination systémique par la chlordécone qui est absorbée par les racines. Alors, bien sûr, ça c'est connu depuis longtemps, les enquêtes sur le terrain, même si on a fait des progrès à cause des campagnes de prévention et d'incitation, de modification des pratiques culturelles, hein, c'est les parties souterraines qui sont les plus fortement contaminées. Alors, des travaux encore de Meïk Abidosh avaient montré que, quels que soient les tubercules, on pouvait établir une relation linéaire entre le taux de croissance du tubercule et la contamination dans le sol, et que pour répondre à certaines questions qui ont déjà été posées, d'utiliser le radis comme modèle de transfert des contaminants de la chlordécone dans la plante, c'est pas une idée fausse, hein. Ça se retrouve, c'est proportionnel. Donc voilà, pour regarder ce qui se passe dans le radis comme tubercule modèle. Alors c'est des radis qui sont cultivés sur des sols contaminés à la chlordécone radioactive, si bien qu'après on peut faire sur la photo de droite des autoradiographies qui permettent de localiser précisément à l'intérieur du végétal où se trouvent les résidus de chlordécone. Alors on a une limite de sol assez basse ici sur le tubercule, hein, c'est le pointillé. Et on voit qu'en bas du tubercule, on a une contamination en périphérie, contamination du périderme, hein, c'est la partie en U qui est plus foncée, mais qu'il y a aussi une contamination à l'intérieur du tubercule, donc qui pourrait se produire de deux façons, soit par diffusion à travers le périderme contaminé, soit par l'absorption racinaire. Et cette absorption racinaire, on la retrouve aussi dans la partie haute, donc au-dessus de la limite du sol, où malgré qu'il n'y ait pas de contact direct avec le sol, et ça en laboratoire, on arrive à bien protéger nos végétaux pour le montrer, on a une contamination de la pulpe à l'intérieur, et particulièrement dans deux lignes un peu plus foncées, qui sont en fait les faisceaux xylémiens qui traversent le tubercule pour alimenter en eau du sol le feuillage supérieur. Et si on regarde une coupe transversale radiale plutôt du radis, on voit qu'il n'y a que le cœur du radis, donc la zone médulaire, qui est contaminée, alors que le cortex, qui n'a pas la même origine tissulaire, donc le cortex qui est plutôt un parenchyme phloémien ou cortical, alors que l'intérieur, la médula, c'est plutôt du cortex secondaire, du parenchyme secondaire d'origine xylémienne. Lui est fortement contaminé. En fait, la chlordécone diffuse depuis les vaisseaux xylémiens à l'intérieur de ce parenchyme et le contamine plus fortement. Donc, on a une absorption péridermique, un transfert par voie xylémienne, c'est-à-dire par le transfert de l'eau du sol qui absorbe l'eau et en même temps de la chlordécone et qui le transfère vers le haut de la plante. Et donc une accumulation dans les parenchymes de réserve, spécifiquement les parenchymes d'origine xylémienne. Donc si on regarde l'absorption péridermique, on s'aperçoit qu'on peut identifier principalement la subérine comme étant... Il y a des choses. Sur la courbe du bas, on a la peau qui est excisée, c'est-à-dire de façon enzymatique, qui a gardé plutôt que la subérine comme molécule de la paroi du périderme. Et on voit que si les courbes ont disparu, là, les équations, on verrait que la peau excisée, donc que la subérine, est beaucoup plus contaminée que quand la peau du radis entier. Donc ça montre que c'est cet élément qui est très lipophile, qui absorbe, qui est affine pour la chlordécone et qui la retient au niveau de la peau et au niveau du périderme des racines d'eux-mêmes. Et par contre, si l'on regarde entre les différents végétaux, on s'aperçoit que quel que soit le périderme de
les espèces, on a à peu près la même capacité d'absorption. Donc il n'y a pas de différenciation entre végétaux du point de vue de l'absorption péridermique. Donc ça c'est les conclusions, hein, pas de différence entre les végétaux. Donc ah oui, d'accord. Bon. Maintenant je vais passer dans une seconde partie à l'absorption de la chlordécone dans les graminées. Alors ça c'est en relation avec ce qui peut se passer dans les fourrages. Alors vous allez voir passer du maïs, vous allez voir passer du miscanthus et du blé. Hein, c'est pas très représentatif d'un point de vue fourrage qu'on peut retrouver dans les fourrages ici, mais c'est des modèles de transfert. Donc si on regarde la distribution chez le maïs, si on regarde les différentes feuilles, depuis la feuille 0 qui est la première feuille en haut, en bas du plan, et la feuille 8, donc à droite du schéma, qui est la feuille la plus supérieure du maïs, on s'aperçoit qu'on a un gradient de concentration à l'intérieur de la plante. Ça, c'est en relation avec la quantité d'eau qui a été transpirée par la plante. Plus la feuille du bas étant la plus vieille, elle a eu plus de temps de transpirer de l'eau, donc d'accumuler de la chlordécone dans la feuille. Maintenant, si on prend une feuille isolément et qu'on la coupe en tronçons, on s'aperçoit que la partie, donc c'est les colonnes qui sont les plus claires, on s'aperçoit que c'est l'apex de la feuille, donc le bout de la feuille qui est le plus contaminé. Ça veut dire que la chlordécone pénètre dans la plante, dans le maïs, elle est retenue beaucoup, pratiquement 90%, est retenue au niveau du système racinaire, mais qu'une fois que la chlordécone a pénétré dans la plante, eh ben elle est transférée dans la plante à peu près de façon libre, et la partie de l'apex accumule, c'est là où il y a le maximum d'évapotranspiration, eh ben accumule la majorité les concentrations les plus fortes de chlordécone. Ça se traduit que quand on coupe le plant de maïs en sections dans la hauteur, eh ben on a des parties hautes qui sont des parties où on n'a que le bout des feuilles, donc les zones apicales, ben, qui sont les plus contaminées. Et donc ça peut jouer ça quand un animal consomme un végétal qui est très haut. S'il consomme que le haut de la plante ou le bas de la plante, eh bien, il n'aura pas le même taux de contamination apporté par le végétal. Donc on a un gradient acropétal dans le pied, donc de plus forte dans les parties basses que dans les parties hautes, mais c'est l'inverse dans les feuilles, on a un gradient basipétal. Voilà. Et on a une distribution qui est similaire chez les autres graminées. On a retrouvé ça systématiquement. Maintenant, quand on compare ce transfert de chlordécone dans les différents types de graminées, hein, le blé, le maïs ou deux variétés de miscanthus, on s'aperçoit qu'on a des valeurs de contamination qui sont nettement plus fortes dans le blé que dans les autres graminées. Et pourtant, il y a une inversion. Pardon. Si on regarde les quantités d'eau qui ont été consommées pour produire la biomasse des végétaux, il est connu que les plantes en C3 telles que le blé consomment beaucoup plus d'eau pour produire la même quantité de biomasse, et donc c'est ce qui signifie le 346 millilitres d'eau consommée par gramme de pois sec, alors que les autres graminées, on a à peu près la même chose. Elles sont aux environs de 160. Par contre, second point à observer, c'est que malgré, sur ces trois graminées, maïs et miscanthus, on a des valeurs, malgré cette concentration, cette quantité d'eau absorbée à peu près équivalente, on a des concentrations beaucoup plus faibles dans le miscanthus. Et ça, c'est à mettre en relation avec la nature du système racinaire. Ces deux miscanthus possèdent des rhizomes. Important chez le Giganteus par rapport au miscanthus. Il n'y a pas de rhizome chez le maïs. Et ça veut dire que le rhizome est un facteur de rétention de la molécule pour le transfert, vis-à-vis du transfert vers les parties aériennes. Et donc, la conclusion la plus importante, c'est que les plantes en C3 telles que le blé ont une plus grande capacité à absorber la chlordécone que les plantes en C4 qui sont plus adaptées au milieu tropical.
Donc c'est en relation avec des facteurs d'absorption racinaires qu'on a calculés, donc je vais passer plus vite. Ça c'est le schéma général. Donc, oula. Bon, pardon. Donc la conclusion générale, c'est que, au moins pour les parties fourrage, c'est que les graminées en C3 sont sûrement plus contaminantes dans un pâturage que les graminées en C4. Hein, et on a les deux, malgré que ça soit en conditions tropicales. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder si on a le même type de différenciation sur les plantes dicotylédones en C3 que les plantes en C4, pour voir s'il n'y a pas une adaptation à faire dans les pâturages pour modifier la flore des pâturages, pour diminuer, avoir un facteur de diminution de la contamination du fourrage sur les parcelles. Je vous remercie de votre attention.